Voici un monde où héros manient épée et magie, le continent des héros. En cet instant, cette terre fait face à la plus grande guerre de son histoire. La reine des démons a décidé de s'en prendre à toutes les espèces de ces terres. Grâce à son puissant pouvoir oppressif, l'armée de la reine a su se défaire de ses adversaires comme le couteau chaud tranche le beurre. Les différents empires se sont tous effondrés, ne laissant derrière eux que ruines, désolation et misère. Éventuellement, seule l'espèce humaine était encore en mesure de résister aux avancées démoniaques. Mais des suites de rébellion, de corruption et de trahison, l'Empire humain et ses défenses tombèrent éventuellement jusqu'à abdiquer face à la reine des démons. C'est ainsi qu'elle fut nommée la plus puissante reine démoniaque de l'histoire. Élisabeth avait ainsi réussi à sécuriser sa place comme seule dirigeante du monde. Au cœur des ruines de l'Empire humain, l'évêque Paro hurla à la reine qu'elle ne croit pas qu'elle ait gagné seule. Viendra un temps où elle sera vaincue par le héros, comme le disent les légendes. Mais les servants de la reine ne le laissa pas finir sa phrase. Que l'homme de foi comprenne la situation. En l'état, sa majesté ne lui demande guère son opinion, mais lui donne un ordre. Le prince humain, Louis Malfoy, un prince déchu qui a osé commettre patricide avant de trahir son espèce. Pire que le destin du royaume, jamais il ne regrettera plus que de l'avoir éduqué pour devenir le héros de l'humanité. Malfoy, usant de ses pouvoirs démoniaques, hurle qu'il ne sait rien faire d'autre que de déblatérer des conneries. Mais alors que le démonifié humain s'apprêtait à se débarrasser du résistant, la reine Elisabeth lui dit d'arrêter. Celui-ci se plia aux ordres et se retint de crever les yeux de Barrow. La pulpeuse reine lui demande s'il a bien dit que le héros se tiendrait de son côté, et que tout cela se terminerait par sa défaite à elle. Que ce pitoyable humain lui explique sans tarder. Cette reine qui ose lui adresser la parole détient 1000 de méthodes pour le faire souffrir jusqu'à souhaiter la mort. La voix tremblante, il lui dit que la prophétie veut qu'un héros dégaine la sainte épée, que ce jour marque celui de la future fin de l'espèce des démons. L'épée sacrée, prisonnière d'une roche dans le hall principal. Mais jamais il n'oserait lui dire rien de tout ça. Il ne pourrait pas trahir l'espèce humaine. Face à ce pitoyable guignol, la reine en restait impassible. Au cœur du hall de ce qu'il restait du palais, elle faisait face à l'épée sacrée, Alpha. La légende dit que le héros qui sortira cette épée de sa prison sera suffisamment puissant pour la combattre elle. Alors qu'elle passe sa main sur l'épée, il n'y a pas à dire, c'est réellement une histoire fascinante. S'il en est ainsi, cette reine attendra l'arrivée du dit héros, que ce soit la première année du règne d'Élisabeth, comme la seconde ou la troisième, puis la quatrième, la cinquième, la 15e. Jamais le héros ne vint. Sous le règne absolu de la reine, la société avait bien changé. Les coutumes, pratiques et histoires de différentes espèces ainsi que les traces de leurs empires avaient été effacées au profit d'une société homogène, laquelle vivait en paix et en harmonie. Il ne fallut que très peu de temps pour que le continent des héros ne prospère à une vitesse jamais vue auparavant. Également, et parce qu'une peur que cette rare instance de paix soit détruite naquit, une alliance anti-héros a émergé, et qu'elles se mirent à rejeter l'avènement du héros de la prophétie. Aujourd'hui, nous vous présentons un jeu avec une histoire de malade. Un jeu avec une aventure de fou furieux. Je suis en compagnie des autres membres de la Solstice Corps, même si Réfur n'a pas pu faire le déplacement, je suis avec Roi Magikarp pour Roi Magikarp. Pouce bleu à la vidéo. Ma foi. Et je suis avec Liolia, le doubleur italien qui a doublé une seule vidéo qui n'a jamais sorti. Buongiorno a tutti. Parfait. Le jeu d'aujourd'hui est un jeu multiplateforme sur lequel vous pouvez jouer depuis n'importe quel appareil pour tous les moments les plus longs, les plus pénibles de la vie. Il y a des champions, en veux-tu, en voilà. Il y en a combien? Il y en a 800. Et ils sont tous jouables. Qu'est-ce que j'aime? J'aime une bonne histoire, j'aime une belle aventure. Mais pour faire ça, il nous faut des champions. Et on va où quand il nous faut des champions? Il dit plein de champions, il dit plein d'invocations. J'ai Racine carré de la chance, un perso. Par contre, du coup, il y a pas de volume. Ok, violet. Ah bah c'est là. Bah c'était efficace. C'était efficace. Putain, en plus comment l'habiller, c'est parfait ça pour la vidéo. Non mais en honnêteté, il fait chaud. Du coup, Pour montrer que tu peux te sacrifier un perso. ouais, c'est ça, tu peux les sacrifier pour après améliorer tes meilleurs persos. Faut pas se plaindre des mauvais persos, c'est eux, la légende de Napoléon, c'est faite sur ses soldats. Ok, Par contre, avec lui, on va pas loin. Il va pas être très utile par exemple. Après, Napoléon avait beaucoup de soldats. Exact. C'est les risques du métier. Mais c'est là, c'est Encore une épique. Oui, mais c'est un perso d'attaque. Ah oui, attaque. On a enfin une équipe cohérente. On va les faire par 10 pour voir un peu ce qu'on a. On est riche ici. Oh, Mais enfin. Mais ça respecte. Nice. Chance à l'invocation, T'as eu deux équipes. Ouais. Oh les stats. Ça va, hein. Ah, c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. El Grande Ninja est de retour dans le jeu, tout simplement Ninja. C'est l'un des personnages les plus puissants, les plus broken de l'histoire du jeu. Les joueurs l'ont attendu depuis plus de 3 ans et il est enfin de retour jusqu'au 15 août. Si jamais vous le voulez, c'est tout simple. Vous avez juste à télécharger Red Shadow Legends en utilisant le lien dans la description. Vous rentrez le code Ninja Return. Vous êtes un ancien joueur qui retourne au jeu. Vous pouvez tout simplement l'obtenir gratuitement via un pack qui vous sera offert après vous êtes connecté. La Solstice Corp vous attend à l'intérieur de Red Shadow Legends, dans la guilde éponyme créée par votre serviteur, Kaiser Solstice. Vous pouvez télécharger le jeu à travers le lien dans la description ou le QR code. Et venez profiter, super aventure, super perso, quoi demander de mieux? Et bien sûr, en téléchargeant le jeu, vous aurez une
une pléthore de récompenses, bah oui, parce que le jeu est généreux. Et surtout, après avoir atteint le niveau 15, vous recevrez un autre pack de démarrage qui contient le champion épique Tyrell. Et entre nous, c'est un des meilleurs champions épiques du jeu. On vous attend de pied ferme dans Raid Shadow Legends. Transition fumée. Au cœur du palais démoniaque, anciennement palais des humains, la reine se tenait droite sur son trône face à l'épée et une cohorte de hauts fonctionnaires. Elle leur demande s'ils ont des nouvelles à propos du héros de la prophétie. La chancelière de l'espèce des elfes, Twilia, lui dit que tout son peuple a déjà mobilisé ses capacités de recherche, mais ils n'ont pas été capables de trouver la moindre information à propos du héros. À ses côtés, le chancelier de l'espèce des nains, Heimerdinger, lui dit que son peuple n'est pas particulièrement bon pour ce qui est de collecter des informations. Et s'il se fie à ce qui est compilé à travers les armes qui sont conservées ici, ils n'ont rien trouvé de suspicieux. Le chancelier de l'espèce des humains, Aristote, explique à son humble avis, même si le héros de la prophétie fait son apparition, les chances qu'il s'oppose à la reine et la vaincre sont inexistantes. Le chancelier de l'espèce des démons, Jim, dit embarrassé qu'il n'est peut-être pas au courant puisqu'il vient tout juste de les rejoindre, mais sa majesté n'a guère peur du héros de la prophétie. En réalité, elle attend avec impatience sa visite. De sorte à répondre correctement à la dite prophétie, sa majesté a fait en sorte de rassembler toutes sortes de livres anciens sur la magie et la guerre, des tactiques à la recherche. Le chancelier des hommes bêtes, Mughal, leur dit que du moment que sa majesté le désire, elle serait capable d'annihiler le continent des héros en un quart de seconde. Twilia reprend la parole et leur dit que tout cela est de la faute de Barrow. Sa prophétie n'est que pur non-sens. Du moment que sa majesté est au pouvoir, tout lui réussit. Pourquoi ne pourrait-il pas laisser le héros de la prophétie mourir? Rejetez le héros! Rejetez le héros! En parlant de l'abruti, celui qui fut un temps était l'évêque de l'espèce humaine, désormais président du fan club de la reine Elisabeth et président de l'association anti-héros, Barrow Smith, avait fait irruption dans le palais ce qui n'était guère au goût de la reine, laquelle lui lança un puissant sort qui lui explique où est le héros de la prophétie. Barrow lui dit que la prophétie n'est pas nécessairement précise, voire même réelle. Lorsque la cible excède les prédictions de la susmentionnée prophétie, comme sa majesté, il y a de fortes chances qu'elle n'advienne jamais. Le traître Malfoy lui dit que c'est correct. Ce serait une véritable offense que de prendre cette stupide prophétie au sérieux et de l'appliquer à sa majesté. Et puis, il n'y a eu aucune avancée sur ces dernières années. Et d'un violent coup de queue, elle dit à Malfoy d'aller se faire mettre. Compris, votre majesté. Tous ne sont qu'une bande de misérables. Elle, la reine, a atteint le sommet de ce monde, détenant son entièreté le pouvoir qui accompagne ce dernier. Depuis lors, elle attend l'avènement du légendaire héros pour la défier et ainsi accroître l'ampleur de sa légende. Elle a étudié tous les livres de magie du continent des héros et après pléthore de difficultés, elle a créé la magie de la fin du monde simplement pour le combattre. Mais le héros est introuvable. Elle est dans une impasse. Très bien. Ayant pris l'épée de ses mains, elle fait le serment que puisqu'il ne vient pas à elle, tous ses sujets essaient d'arrêter leur reine. Elle en fait le serment aujourd'hui. Elle viendra à lui. Mobilisant toutes ses forces, elle essayait comme elle pouvait de sortir l'épée. Tous avaient été balayés par la colossale puissance de la reine. Oui, lui aussi. Twilia se demandait si la reine allait réellement être en mesure de dégainer l'épée. Sa force fut si monumentale que tout le continent put voir au loin un rayon de lumière jaillir du palais central. Elisabeth avait réussi à sortir l'épée de la pierre. Après tout, personne n'avait dit que seul le légendaire héros serait capable de la sortir. Mais à peine chose faite qu'elle eut une vision. Par-delà les montagnes, au cœur d'une clairière, une singulière maison. Alors c'est là qu'il se cache. Usant de la magie des abysses, elle est venue de lancer un sort de téléportation. Malfoy se jeta vers sa reine et la supplie plus fort encore de lui permettre de rester à ses côtés pour la servir. Mais celle-ci ne prêta guère attention au supplice du traître, ne laissa derrière elle qu'un maigre aux cheveux rouges écarlates. Malfoy ne pouvait que souffrir de la tristesse d'avoir été abandonné. Au cœur d'une clairière isolée, le héros légendaire s'essuyait doucement le visage. Y a pas à dire, rien ne vaut être fermier. De son nom Leaping, il n'est en réalité qu'un employé de bureau lambda vivant une vie lambda avec des occupations lambda et un quotidien lambda. À la seule exception peut-être qu'il jouit d'une curiosité monumentale qui l'a poussé à avaler une quantité de contenu sur divers sujets absolument ahurissantes. De la culture de la terre à la cuisine, en passant par la boucherie, il était peut-être le seul à utiliser TikTok et à en ressortir quelque chose de concret. Mais enfin, comme tout le monde, à paraître envieux de la vie de ceux qu'il voyait à travers l'écran, il ne pouvait pas changer grand-chose à son triste quotidien. Si seulement il pouvait vivre la même vie que dans son téléphone. Mais soudainement, il sentit comme un courant d'air. Relevant les yeux, il se demandait où est passé le train. Grâce aux instructions du système pour noob. Oui, il s'appelle comme ça. Il a rapidement pu apprendre les bases de la survie, mais au fond, il n'a pas la moindre idée d'où il est, ni de ce que c'est que ce monde. Mais enfin, c'est pas comme si c'est bien important. N'est-ce pas là la vie pastorale à laquelle il a toujours aspiré? Y a pas à dire, il se sent mieux dans son corps et dans sa tête depuis qu'il laboure la terre. Le système pour noob lui dit qu'il a enfin accompli toutes les conditions pour quitter le village de départ. Le système l'invite à démarrer son aventure, mais Leaping lui demande pourquoi il devrait partir. Il vit sa vie de rêve ici. Le système lui dit qu'après avoir quitté le village de départ, il pourra faire la rencontre de pléthore de personnes, parmi lesquelles certains deviendront ses compagnons d'aventure. Il apprendra également une grande variété de talents, ainsi que la maîtrise de l'épée et de la magie. Il deviendra le héros légendaire qui tuera la reine des démons. Alors par pitié qu'il démarre son aventure. Mais aux grandes dames du système, le héros qu'il invoquait lui dit qu'il a pas envie de tuer cette
cette fameuse reine des démons. Il préfère se contenter de vivre paisiblement ici. Mais soudainement, le système affiche un message d'alerte. Ce n'est pas ce qu'il est censé faire. Tuer la reine des démons est la mission principale du joueur. Par pitié qu'il démarre son aventure. Le système le bombardait de messages. Plus il attend, plus ça sera dur de la vaincre. Par pitié qu'il démarre son aventure. Il pourra prendre des talents, le maniement de l'épée, de la magie, devenir le héros légendaire, obtenir des trésors et rencontrer les plus belles femmes. Par pitié qu'il démarre son aventure. Le système n'avait plus rien à dire. Ah si, qu'il démarre son aventure. Le système pour nous ne cessait de lui demander de quitter les lieux et de démarrer son aventure. Mais en dehors des motivations et des provocations, il n'est pas en mesure de l'y contraindre. En somme, toute cette affaire de reine des démons, il peut se la mettre là où il pense. Il va vivre comme ça jusqu'à la fin des temps. Grâce à une barrière temporelle spéciale, laquelle cache et protège complètement le village de départ, le temps s'écoule infiniment plus lentement. Li Ping peut ainsi profiter des activités qu'il chérit tant pendant des années, tout en montant son niveau dans les diverses activités auxquelles il s'adonne jusqu'à obtenir un niveau hors du commun. Il ne sait toujours rien à propos des arts de l'épée et de la magie, mais pour lui qui ne part jamais à l'aventure, ces choses-là ne lui importent guère. Au fil du temps, il a su construire son véritable havre de paix, jusqu'à ce qu'un jour... Quel outrage! Dans un monde d'épée, de magie ne fait que cultiver, pousser un peu plus de patates en ignorant complètement ses suggestions. Comment il peut être un héros légendaire? Il ne fait que jouer avec les points de noob en les échangeant contre des outils de maintenance. Il ne veut rien apprendre. Toutes ses fonctions d'assistance aux aventuriers sont complètement inutiles. Il déteste sa vie. Il la déteste. Il la déteste. Il la déteste plus que tout. Il espère que le héros mourira des mains de la reine des démons le plus vite possible. Et du jour au lendemain, le système avait planté. Il s'était donné la mort. C'est comme on veut. Mais enfin, il en a aucune idée. L'important, c'est qu'il ait foutu le camp. Ça, c'est la vraie vie. Après avoir bossé toute la journée, il crève la dalle. Le feu de cheminée doit commencer à s'affaiblir. Il n'a qu'à préparer un peu de bois de chauffe. En y repensant, il a oublié sa hache dans les bois. Mais à peine avait-il eu le temps de se morfondre qu'un nuage chaotique jaillit des cieux. Un orage? Oh, ça pouvait pas plus mal tomber. Bien pire. La reine Elisabeth venait de faire son entrée, salua le héros légendaire. Celui-ci se rua en direction de sa bâtisse. À ce rythme, ses vêtements et son poisson sec vont être flingués. Elisabeth se demandait ce que ce guignol était en train de fabriquer. Récupérant son poisson et ses vêtements, il poussa un soupir de soulagement. Heureusement qu'il arriva à temps, sinon il aurait pu tout balancer. Wankai, un petit chiot robot voué tenir compagnie au héros légendaire, s'agita aux côtés de ce dernier. Li Ping lui dit d'arrêter. Il va pleuvoir, il faut rentrer. Une sombre salutation résonna à travers les cieux. Li Ping demanda à son chiot qu'est-ce que c'est que ce truc dans le ciel. La reine Elisabeth lui dit qu'il est particulièrement chiant. Et puis comment ose-t-il s'adresser à elle en ces termes? Li Ping s'excuse et lui dit que cette vision de loin, c'est pas la meilleure. Mais plus important encore, comment quelqu'un peut s'infiltrer au cœur du village de départ? N'est-il pas censé être à l'écart du monde? Elisabeth lui propose de vérifier quelque chose à l'instant. Agitant son doigt, elle lance à l'épée en direction du héros, lequel, lâchant vêtements, poissons et saucisses, lui demande ce qu'elle fait. Se protégeant comme il peut de l'impact, la reine est surprise de ce qu'elle voit. L'épée s'est mise à tournoyer autour du héros avant de se placer dans sa paume. Celle-ci réveilla ses innés instincts. Mais au diable ces derniers, pourquoi cette chose est collée à sa main? La reine commençait à être passablement ennuyée par la situation. La reconnaissance de l'épée sacrée alpha ne peut être erronée. Pourtant, ses capacités magiques sont si faibles que même ses soldats les plus ordinaires le surpassent de loin. Lui cacherait-il son vrai pouvoir? Elle lui dit qu'elle est Elisabeth, la reine des démons, et qu'aujourd'hui est le jour de l'annihilation du héros. La reine des démons? Mais pourquoi elle est là? Il a pourtant même pas quitté le village de départ. Le petit chiot mécanique Wankai essaie tant bien que mal de se montrer intimidant vers la reine, mais son maître Li Ping lui d'arrêter de pas la provoquer. Roi gigantesque, le cercle magique était apparu au milieu des cieux. Le sort de l'extinction était en marche, et 3 météorites sortaient de leur cercle respectif. Il comprend désormais ce que le système lui a dit. La rencontre entre le héros et la reine est inévitable, et ce même s'il ne quitte jamais le village. Bon ben, c'est foutu. Quittant les lieux en tremblant, jusqu'alors il a été le plus grand noob parmi tous les noobs. Et puisque le boss final est venu directement au pas de sa porte, que peut-il faire d'autre que d'accepter son destin? Puisqu'il l'a dans le fion, autant se réjouir. Il n'a aucun regret. Il a pu échapper à sa monotone vie d'employé de bureau et a pu jouir de temps heureux en s'était reculé. Au pire, sa vie se ponctue ici. Au mieux, il aura une seconde chance dans son monde d'origine. Fermant la porte au nez de la reine, celle-ci se demandait pourquoi ce type lui avait souri. Du point de vue d'Elisabeth, celui-ci l'avait invité à déployer les grands moyens contre lui. Ce bâtard arrogant n'est pas croyable. Dans ce cas, elle l'enverra sur le champ, 6 pieds sous terre. Et Wankai est toujours dehors. Ayant compris la fatalité de son sort, son système interne lança pléthore de calculs. À lui seul, il faisait front à 3 monumentales météorites. Les calculs terminés, son dos s'ouvrit jusqu'à laisser apparaître un véritable arsenal. Wankai venait de déployer le mode de combat, déployant et lançant tous ses missiles décisifs à exploser sur les météorites. De ces dernières, il n'en restait rien. En soi, Elisabeth s'attendait à ce que le héros soit aussi arrogant. Depuis le temps, il a réussi à créer un outil magique avancé, lequel a éveillé une conscience. Mais devant elle, tout lui est inférieur.
Elle lance un nouveau sort et des cieux jaillit une formidable lumière. Voilà toute l'ampleur de sa magie apocalyptique. Elle a perdu tout intérêt à s'amuser avec ses proies. Elle compte en finir sans tarder. Refonte terrestre. Wang Kai était de nouveau en train de calculer. Une fois cela terminé, il ouvrit son menton mécanique. Il mobilisa une énergie d'un noir de jet, laquelle prit la direction du sort sous forme d'un laser. Mais la reine l'évita d'un simple mouvement de tête. Ce genre de sorts sont inutiles. S'il avait touché sa réelle cible, qu'il disparaisse bien sagement lui, le héros et cette terre. Trou noir quantique. Mais la noire énergie de quelques instants plus tôt venait de s'emparer du sort jusqu'à le faire disparaître. Elisabeth n'en revenait pas. Sa magie apocalyptique a été déchiffrée et réduite à néant. Qu'a-t-il bien pu faire au cœur de cette bâtisse? À travers la fenêtre, elle était loin de s'imaginer que Li Ping attendait sagement sa mort. Elisabeth descendit délicatement à terre. Wang Kai ne cessait d'aboyer sur la reine des démons, laquelle regardait en silence avec curiosité. Mais le petit chou était guère près de se calmer. Elle en rigole. Au fond, c'est elle qui les a sous-estimés, laissant s'agrandir ses ailes dans un tonnerre de poussière qu'il ne croit pas avoir gagné. Pour l'heure, elle n'a usé que 30% de son pouvoir. Elle va montrer à ce pitoyable moins que rien ce qu'est réellement la terreur. Elisabeth venait de dévoiler sa forme de divinité du mal et s'apprêtait à terrasser l'innocent Wang Kai. Devant la maison, une colossale explosion retentit. Très peu pour Li Ping, qu'elle avait été rattrapée par Morphée avant même que l'on ne l'emmène traverser le Styx. Ouvrant doucement les yeux, il se demandait s'il était déjà mort. Reprenant doucement conscience des lieux qui l'entourent, il reconnaît la maison du monde dans lequel il a été transporté. Définitivement peu confiant, il semble que l'extérieur soit bien calme. Serait-il possible que cette reine des démons l'attende comme une hystérique dehors? Ouvrant la porte sans grande confiance, il distinguait une silhouette au fond de la cour de son jardin. Elisabeth avait réussi à venir à bout du chiot après une pénible bataille. Celui-ci avait mené un vaillant effort, mais implosa doucement sous les yeux de son maître avant que la reine ne balance la carcasse vide au sol. Celle-ci s'excuse d'avoir détruit la création dont il était si fier. La voix plus tremblante que mes finances, Li Ping lui dit que c'est pas grave, il pourrait en discuter entre personnes civilisées. La voix faiblissante, elle lui dit que ce n'est pas un problème une fois qu'elle l'aura tué. Mais au fond, elle trouvait ça tout bonnement inconcevable d'avoir été poussée dans ses limites. Serait-ce là la fin annoncée par la prophétie? Elisabeth s'effondra inconsciente quelques mètres au-delà du cadavre de Wang Kai. Li Ping l'interpelle et une fois venu à ses côtés, lui demande si elle va bien. Mais alors qu'il la tenait dans ses bras, ses aspects démoniaques et sa tenue de reine se dissipèrent. Avant même qu'il ne sût quoi faire, ses yeux ne savaient pas où se poser. Faut dire qu'il y a beaucoup à voir. La reine des démons et son magnifique corps avaient été mis à nu. Ce qui fit, sans surprise, imploser les narines de Li Ping. La nuit tombée, au cœur de la bâtisse, la reine Elisabeth était allongée, enchaînée. Elle se réveilla en sursaut. Comment elle, la reine des démons, a-t-elle pu subir une telle humiliation? Pire encore, le héros n'en a même pas saisi l'opportunité de la tuer, mais en a profité pour la faire prisonnière. A-t-il agi ainsi pour montrer son pouvoir au reste du monde? Mobilisant sa magie, elle essaye de défaire ses liens, mais c'est sans effet. C'est encore un nouvel artefact de classe légendaire qu'elle n'a jamais vu. Elle se demande à quelle fraction de son pouvoir elle a pu assister. Mais surtout, qu'est-ce qu'il peut bien lui cacher? Tous ces objets étranges ne sont pas de simples créations artistiques. Il semble que le héros soit bien plus vicieux qu'elle ne l'imaginait. Encore une fois, elle l'a sous-estimé. Passant le pas de la porte où dormait son invité surprise, Li Ping, tenant un peu de nourriture dans ses mains, est surpris de l'avoir réveillée. Elisabeth lui dit que s'il compte la tuer, qu'il ne s'attende pas à ce qu'elle le supplie pour qu'il l'épargne. De son côté, Li Ping se disait que la reine des démons est réellement terrifiante. Mais il doit saisir la seule chance qu'il a de survivre. Il lui demande, intimidé par sa réponse, s'ils peuvent discuter calmement à la place. Et à propos de ses menottes, il les a juste utilisées en mesure de précaution. Faut dire qu'elle est terrifiante. Enfin, qu'elle est formidable, il veut dire. Elisabeth se demande où il veut en venir. Bref, il pense qu'il y a eu un malentendu entre deux. Il va la libérer de ses menottes sans tarder, et ensuite ils pourront parler. Mais du point de vue d'Elisabeth, les choses sont un brin différentes. Il est désolé, il semble que dès le début il y a eu un malentendu. Elle croyait réellement être suffisamment formidable pour défier le héros? Absolument pas. Si elle veut rester vivante, qu'elle suive ses ordres. Celle-ci se demandait s'il était réellement en train de menacer la toute-puissante reine des démons. Une fois les menottes défaites, Li Ping lui dit que s'il l'a libérée, c'est pour lui prouver qu'il n'a pas de mauvaise intention à son encontre. Du coup, comme promis, qu'ils discutent. Toujours muette, Elisabeth sait pertinemment que la situation lui est plus que défavorable. Les individus puissants doivent savoir qu'encourber l'échine. Elle supportera l'humiliation pour l'heure, mais il regrettera son arrogance d'ici peu. À peine l'eut-il libérée qu'il lui dit qu'elle n'a qu'à bien se reposer pour l'instant. À ce moment, tout le monde se demande sûrement pourquoi il ne l'a pas tuée quand elle est inconsciente. C'est parce que dans ce monde d'épée et de magie,
magie, c'est parfaitement normal pour une figure aussi puissante qu'elle de posséder un sort de résurrection. Il y a tué des poulets et des poissons pour faire une petite soupe et tuer la reine des démons. D'ailleurs, le secret pour réussir votre soupe à tous les coups, c'est de toujours ajouter quelques brins de coriandre fraîche. Ça fait toute la différence. Mais il le redit, tuer la reine des démons, c'est une autre affaire. Et puis il ne pourrait jamais tuer une autre personne. Par contre, résoudre un conflit entre héros et reine des démons n'implique pas nécessairement de combattre, ni même de tuer. Du moment qu'il peut lui montrer qu'il n'est pas une menace, et si possible, en devenant son ami, il pourra continuer de vivre une vie heureuse. Ce plan est parfait! Elisabeth constatait que ce type est toujours en train de se moquer d'elle. Par contre, elle n'a pas lésiné sur Wankai. Elisabeth lui demande s'il s'agit là de son outil magique le plus puissant. Il lui répond qu'on pourrait en parler ainsi. Il a développé Wankai il y a peu. Mais au fond, il se demandait pourquoi elle en parle de la sorte. C'est juste un petit truc qu'il a bricolé quand il se faisait chier. La reine avait récupéré un malsain sourire. Cette fois, c'est lui qui se montre bien trop imprudent. Maintenant qu'elle était libérée de ses menottes, elle va pouvoir secrètement utiliser de la magie des abysses et du sort de magie infinie pour guérir rapidement. Et puisqu'il a perdu la protection que lui accorde son plus puissant outil magique, il n'a plus aucune chance de résister à elle. Ce moment est parfait. Elle va pouvoir éliminer le héros légendaire, lequel constatait que le corps ne pourra pas être réparé. Ah non, c'est bien triste. Mais bon, il avait préparé le coup, elle a pas s'inquiété. La reine se demandait ce qu'était que ce bordel. Attrapant Wankai, deuxième du nom, il remis la carte mémoire à ce dernier et qu'elle était ravie de revoir son maître. Celui-ci explique à son invité que c'est bien agréable d'avoir un petit compagnon comme lui. Bon, il lui cause quelquefois du tort, mais on n'active jamais plus d'un en même temps et en général ça va. Le point de vue d'Elisabeth s'assombrit comme jamais. Bah alors, tes plans tombent à l'eau? Impossible, c'est tout bonnement impossible. Mais une douce senteur avait attiré l'attention de la reine, laquelle se demandait d'un air candide ce dont il s'agit. Ah ça, il l'a vu s'évanouir d'un coup et il s'est dit qu'il lui préparait quelque chose pour la réchauffer un peu. Sur la table de chevet de la reine, Lipping avait déposé un porridge à la viande ainsi que des ravioles des plus ordinaires. Elisabeth lui dit que seuls les faibles ont besoin de manger. Ayant transcendé au-delà du commun de la populace, elle n'a plus besoin de ces choses. Mais elle a vu, et surtout à l'odeur des préparations de Lipping, son estomac se faisait entendre. Celui-ci saute sur l'opportunité. Il est persuadé qu'il peut résoudre leur conflit avec des bons petits plats. Il lui explique que ce qu'il lui a apporté a été entièrement fait de ses propres mains. Tout est naturel, pas une once de pesticides ou de conservateurs. Qu'elle y goûte, elle lui en dira des nouvelles. Hésitante, la reine planta à reculons l'une de ses ravioles et en prit une délicate bouchée. Celle-ci mâchait en silence, ce qui avait le don de peser sur Lipping. Il a certes confiance en ses capacités culinaires, mais puisque l'on parle de la reine des démons, est-ce qu'une femme de son statut pourra apprécier la cuisine d'un pecno? Sa fourchette avait pris la direction d'une deuxième raviole. La salive commence à couler de ses délicates lèvres avant qu'au final il ne reste plus beaucoup de ravioles et qu'il y ait un petit peu plus de salive. À chaque bouchée, le jus de la viande explose comme un feu d'artifice dans sa bouche. Cette saveur fraîche et naturelle contient également une énorme quantité d'énergie magique. Elle ne savait pas que ce monde jouissait de telles délicatesses. Même elle, la reine des démons, peine à avaler cette dernière bouchée. À peine chose faite qu'elle sentit en elle une sensation étrange, laquelle se prit de son cœur. C'est comme une explosion en son fort intérieur. Cette sensation, ces épices, cette douce brûlure. Qu'a-t-il ajouté à sa nourriture? Il a mis un peu de piment puisqu'il l'apprécie lui-même. Serait-il possible que la reine des démons n'apprécie pas la nourriture épicée? C'est comme elle s'y attendait. Ce misérable humain n'a aucune bonne intention. Au contraire, ce héros du mal l'a faite prisonnière juste pour la soumettre à ses diverses expériences. Mais il y a le porridge aussi. Il y a des œufs marinés, du porc maigre, pas une once d'épices. Aucun doute, elle se sentira mieux après. Échauffée par le piment des ravioles qu'elle voit comme un poison, elle s'imagine déjà son kidnappeur lui donner le poison avant de lui livrer l'antidote. Il joue avec elle. C'est étrange. Cette sensation est désagréable et pourtant, prenant la direction du porridge, elle en prit une hésitante bouchée. Ses yeux s'ouvrirent vers un nouveau monde. Au-delà des cieux, elle sentait son corps atteindre un paradis qu'elle n'avait jamais senti. Une pure larme de bonheur dévalait son visage, révélant cette paisible et confortable sensation. Sa quête pour la domination du monde, l'opposition entre héros et reine des démons, toutes ces problématiques étaient bien loin d'elle. Tout abandonner et vivre dans la quiétude la plus parfaite. C'est à travers cela qu'elle a découvert à quel point elle est insignifiante. Avancer vers de nouveaux horizons, c'est après avoir consommé cette nourriture qu'Elisabeth, reine des démons de 3 étoiles, a été amenée en un nouveau royaume. Un royaume en lequel son pouvoir avait atteint de nouveaux sommets. Et pourtant, qu'il arrête avec sa façade et qu'il lui dise clairement ce qu'il veut. Eh bien, pour faire simple, il souhaite simplement trouver un monde dans lequel reine des démons et héros peuvent coexister. Alors comme ça, il n'a pas hésité une seconde à révéler ses intentions les plus obscures. En ce monde, elle est le seul être qualifié comme sujet de ses recherches. Qu'elle le rejoigne et qu'elle lui permette de faire d'elle un être plus fort encore afin qu'elle le vainque. Si ça lui va, il pourra continuer à lui préparer des délicieux plats. Folle de rage, un chevalier peut être tué mais pas humilié. Elle, la reine des démons, ne se laissera pas faire.
De son point de vue, les choses sont bien loin de la réalité. Si elle veut devenir plus forte, il l'y aidera. Il attend de voir le moment où elle pourra le vaincre. Poussant un soupir, elle lui dit d'oublier cela. Oublier? Li Ping se demandait si elle compte le tuer. Prenant la direction du lit, Elisabeth se leva et demanda au héros de l'écouter. Elle peut se soumettre à ses conditions, mais qu'il n'oublie pas cela. Elle ne s'y plie pas par peur, mais simplement pour poursuivre sa recherche vers le pinacle de la force. Peur de quoi? De lui? Elle est débile ou elle a oublié qu'elle est la reine des démons? C'est elle qui tient le pouvoir. Elle peut faire comme ça lui chante. Enfin, elle conclut en lui disant qu'il ne s'attende pas à ce qu'elle baisse la tête et agisse comme une docile créature soumise. Elle aura beau vivre ici, sa dignité en tant que reine démon ne peut être transgressée, sans quoi, et ce même si elle doit sacrifier tout ce dont elle dispose, elle s'assurera de le réduire à néant. Oui, Capisco, il va faire de son mieux pour qu'il s'entende. Bien. Mais au fond, la reine n'était guère sereine. Continuant son acte, elle lui dit que s'il compte poursuivre ses recherches, qu'il n'hésite pas à venir la trouver ici. Ah, et s'il a la moindre chose délicieuse sous la main, elle le veut. C'est noté. Loin était le combat acharné entre les deux titans. La prophétie et l'épée pouvaient gentiment aller se faire foutre. Un an plus tard, levant l'épée de ses deux mains, Li Ping s'en servait pour trancher du bois de chauffe. Il se demandait ce qu'il devrait faire. Les choses se sont bien compliquées. Depuis que la reine des démons a forcé son entrée et a pénétré à travers la barrière protectrice du village de départ, le temps s'est progressivement synchronisé avec celui du monde extérieur. Cette synchronisation n'est pas réellement le problème. Ce qui l'inquiète, c'est surtout que sans la protection de la barrière, il est totalement exposé à la nature environnante et des monstres commençaient à apparaître pas loin de son havre de paix. Continuant le train-train quotidien malgré tout, il se devait de concéder que la présence de la reine des démons n'est pas si mal, puisqu'aucune de ces créatures n'ose l'approcher. En revanche, ça revient aussi à dire que du moment qu'elle sera partie, au cœur de la maison, celle-ci appelle Li Ping en hurlant. C'est l'heure du repas, elle attend. Pourquoi c'est pas prêt? Comment aussi faire attendre une reine? Il arrive. Il doit par-dessus tout s'assurer qu'elle puisse le protéger. Regardant un drama à la télé, les doigts graisseux armés d'une chips, Bouboule dévorait goulûment cette junk food. La reine démon avait décidé de prendre modèle sur l'américain moyen. Elle dit à notre héros qu'elle en a assez de regarder ce vieux enregistrement. Ne pourrait-elle pas obtenir quelque chose de neuf de son système? Celui-ci lui dit que ça fait un moment que le système a disparu. En tout cas, il a fini de préparer, elle peut venir manger. Relevant difficilement ses kilos, enfin, c'est quelques tonnes en trop. Elle lui dit qu'elle arrive de ce pas. Usant de sa magie, elle venait de matérialiser de petites ailes, lesquelles l'aidèrent à se transporter jusqu'à la table. Elle lui demande quel genre de poison il a mis dans ses chips. Le plus elle en mange, le plus flemmarde elle devient. En tout cas, ils aient de nourriture aussi délicieuse pour la paralyser avec des poisons, tout ça pour l'amener dans un état de dépravation totale et vouée à l'échec. Li Ping lui dit, embarrassé, que ces chips sont riches en calories. Question d'en manger de trop, on accumule assez rapidement beaucoup de graisse. Et les gens qui en consomment de trop deviennent généralement de la graisse. Regardant son état de déchéance physique et agrippant de sa main une épée bourrelée, celle-ci claqua sans tarder des doigts et usa de la magie des mers profondes pour lancer un sort de conversion d'attributs négatifs. Elle s'excuse, mais son plan est un échec. Toute sa graisse était transformée en pouvoir magique. Li Ping constatait que la magie est un vrai remède au branlisme. En tout cas, si un jour il rentre dans son monde, il n'aura pas de problème à trouver un job de nounou. Elisabeth s'est arrêtée dans sa goinfrerie à ces mots. Que peut-il bien entendre par là? Elle est toujours bien trop faible pour lui. Qu'elle s'engraisse davantage pour qu'il la tue. Bon, sur ce, il suppose qu'il va lui amener le dessert. Mais au fond, elle n'en peut plus. Est-il réellement en train de la traiter comme un porc? Toute cette année, elle a brisé ses limites une dizaine de fois. Elle devrait être en mesure de le défier désormais. Il est l'heure pour eux d'avoir un combat décisif. Et pour le dessert, la petite baisse de son petit surnom aura son dessert favori. Elle a vu du pudding, ses yeux s'illuminaient. Madame... Wouhou! Qu'il lui donne maintenant? Maintenant! Au moins, il a de la chance que cette reine ne soit pas difficile à s'occuper. Du moment qu'il lui donne la nourriture qui lui plaît, il arrive à calmer ses ardeurs sans effort. À quelques mètres de la bâtisse, des pas se faisaient pressants. Un homme se savait en danger. Tenant une jeune fille par la main, s'enfuyaient trois noires ombres qui les avaient prises en chasse. Les monstres s'étaient jetés sur eux. L'homme savait qu'il ne pourrait y échapper. La créature lança son sort de tranchant dimensionnel. L'attaque se dirigeait droit sur l'homme et la femme, lesquels ne pouvaient éviter. Préparant un nouveau sort, les deux proies avaient été faites prisonnières de la cage dimensionnelle. Louis dit à sa fille, Eva, qu'il va les retenir. Elle doit prendre la fuite et trouver refuge. Celle-ci, les larmes aux yeux, lui dit qu'elle ne peut le laisser périr seule. Mais l'homme valeureux lui dit qu'il a fait la promesse à sa mère qu'il la protégerait qu'importe les risques. L'une des créatures venait de dévoiler son feu fantomatique. Le guerrier de l'autre côté va en finir ici et maintenant en usant de son coup le plus puissant. S'élançant en direction du cauchemar, Louis venait de trancher l'un de ses adversaires. Quand bien même celui-ci mourut, il n'inquiétait guère ses deux alliés dont l'un d'eux tira les restes pour fusionner en une immondice nouvelle. Qu'importe ce qu'il peut lui dire, Eva ne laissera pas son père mourir. Flèche naturelle! La créature touchée par deux fois n'avait rien senti. Son père lui confie qu'il est impossible de résister aux apôtres de la Guilde Noire. Il n'a pas la moindre idée de combien de temps il pourra encore tenir alors qu'elle fuit. L'un des apôtres avait mobilisé une force démoniaque au sol et s'élança d'une puissance qui en fit trembler la terre.
Il était à 1 mètre tout juste du vieil homme, lequel para comme il put de son épée en un coup de projeté des dizaines de mètres en arrière, s'écrasant contre un rocher. Louis en cracha du sang. Eva appelle en hurlant son père, laissé pour mort. Mais celui-ci lui dit de ses dernières forces qu'elle doit fuir. Mais l'un des apôtres avait bondi sur l'immondice et enfin il formait une créature nouvelle des plus terrifiantes. Elle s'enfuira à ses côtés. La créature poussa un cri des plus atroces. Eva se savait condamnée. Le monstre avait préparé son attaque, mais un formidable coup l'avait écrasé jusqu'au néant. Le torrent de poussière avait surpris Eva, et ouvrant péniblement les yeux, elle était prise d'une vision encore plus effroyable. Le seigneur Mammouth se tenait devant elle et son père inconscient. Sur sa tête se dressait un temple dont la cloche sonna la fin des disciples de la guilde noire. La grenouille immortelle en avait fini de ces infâmes créatures et en appela son maître. Le danger n'est plus, alors que doivent-ils faire de ces pauvres petits humains? Sur la tête de la grenouille se trouvait une singulière niche de laquelle un chien que l'on ne connaît que trop bien sortit. Wankai lui dit de ne pas les blesser, il fallait ramener auprès de son maître. Terrifiée, Eva se réveilla en sursaut en repensant au monstre. Mais celle-ci était perdue par le silence du lieu dans lequel elle venait de se réveiller. Elle se demandait ce que peut bien être ces mystérieux endroits. Et où est son père? Elle s'en rappelle, il a été grièvement blessé. Si ça n'est pas traité de toute urgence, il va y rester. Se relevant en vitesse, elle se rua vers la porte en appelant son père Louis. Mais à peine celle-ci ouverte, Louis flexait ses monumentaux muscles. Eva se demandait ce que cet abruti était en train de faire. Celui-ci montrait son saillant corps beau, musculeux, huilé, auprès d'un Li-Ping plus qu'impressionné. Louis lui dit qu'en tant que guerrier, l'entraînement physique ne peut être négligé. Alors voici ce qu'est la profession d'un guerrier d'un autre monde. C'est formidable. Face à la joie de son maître, Wankai ne cessait de lui tourner autour en aboyant joyeusement, ce qui avait le don de mettre Elisabeth en rogne. Celle-ci lâcha un gros penalty dans le fiot qui retomba plusieurs mètres en arrière. S'approchant doucement de ce dernier avant de se pencher, elle lui demande d'un air hautain qui lui a autorisé à faire un tel raffut. Celui-ci couinait péniblement, se rappelant les souvenirs de la défaite. De son côté, son maître était réellement ébahi par la solidité de la musculature de son invité. Oh oh oh, alors ça c'est du muscle! Le vieil homme en poussa un soupir d'approbation. Puisque Monsieur Li-Ping apprécie, il ne va rien cacher. Concentrant toutes ses forces, il venait d'activer le mode de combat de l'âme brûlante. Li-Ping n'en revenait pas. Y a pas à dire, il a des années-lumière de son invité. Eva, prise par l'incompréhension du cirque qui se tient devant elle, demande à son père ce qu'il est en train de foutre. Ce silence des cathédrales pesait lourd sur la petite famille, alors que notre héros se demandait si le spectacle peint d'air était terminé. Le père d'Eva demande à sa fille depuis quand elle est réveillée. Depuis trop longtemps. Li-Ping essaye de rétablir le malentendu et dit qu'il s'était mis à parler muscu et puis que les choses sont allées en roue libre. Elisabeth réapparaît aussi soudainement que la crise économique et dit à leurs invités que puisqu'ils sont réveillés, ils peuvent foutre le corps. Elle ne l'avertira qu'une seule fois. Posant sa grosse poitrine sur une bien plus modeste, elle lui dit qu'elle est venue ici la première. Eva, perdue et tremblant de peur, ne sut quoi répondre. Li-Ping intervient pour calmer les ardeurs d'Elisabeth. Il lui dit que c'est assez rare qu'ils aient des invités, alors autant rentrer et discuter un peu, non? Servant du thé à ses deux invités, il leur dit qu'il est désolé de ne pas avoir grand-chose à leur offrir. Ce lieu est bien reculé, mais il les invite à boire le thé qu'il leur a préparé. Eva demande à son père s'il s'agit bien là de la boisson miraculeuse dont il lui a parlé. Celle qui guérit tout immédiatement après l'avoir bu. Ah, pas besoin d'exagérer. Il s'est contenté de donner une bonne eau bien fraîche à son père. Elisabeth, sirotant son thé glacé, se demandait bien quel plan machiavélique il pouvait avoir en tête pour ramener ces deux humains. Serait-il possible qu'il pense qu'elle n'est pas suffisante pour les satisfaire? Le vieux guerrier dit à sa fille qu'il était vaguement inconscient à ce moment et qu'il ne se rappelle que de bribes de ce qu'il s'est passé. Alors que Li-Ping labourait paisiblement son champ, Wankai avait joyeusement ramené à son maître les deux humains inconscients. Le fermier se contenta de leur donner un peu d'eau fraîche. À peine chose faite que le vieux guerrier s'éveilla comme si la lumière divine l'avait frappé. Il explique à sa fille que si ça n'avait pas été pour la miraculeuse intervention de Monsieur Li-Ping, il craint qu'il n'aurait jamais pu la revoir de ses yeux. Eva se demande s'ils ont vraiment le droit de boire quelque chose d'aussi précieux. Li-Ping leur dit que décidément les aventuriers ici ont tendance à exagérer sur la politesse. Mais y a pas besoin d'en faire des caisses avec lui. Les deux invités, surpris, remercièrent leur hôte et prirent une gorgée de leur boisson avant qu'ils ne ressentent chacun leur tour une formidable sensation. Une infinie lueur émanait de leur corps. Au cœur du champ des blés, à la vue de lointains et magnifiques oiseaux, les deux aventuriers étaient allongés paisiblement. Ils avaient été transportés vers un paradis qui leur était inconnu. Les larmes dévalaient le visage du vieil homme alors qu'il contemplait le vol de ces braves bêtes. Aux côtés de sa fille, il n'avait besoin de s'échanger des mots. Cette situation est irréelle. Si cela n'est pas l'intervention de Dieu lui-même, ce ne peut être celle d'être de cette terre. Les deux aventuriers avaient évolué. Le vieil homme, un archimage de 3 étoiles, était monté vers sa 4e. De son côté, sa fille, une mage d'une étoile, venait de devenir une archimage d'une étoile. Louis confia à sa fille que leur niveau montait directement après avoir bu cette potion. Les oreilles pointues, même la lignée elfique de sa mère s'était éveillée en elle. Poussant un soupir, eux deux avaient vu les limites du possible.
Plus rien ne leur importe désormais. Notre héros leur dit qu'ils n'ont pas exagéré. Il va leur en servir une autre tasse. Louis, les larmes aux yeux, dit au bienveillant Monsieur Lipping qu'une leur suffit amplement. Au fond, il ne pouvait croire qu'une personne d'une telle bonté puisse exister. Jamais il ne pourra lui rendre la pareille. Mais de son côté, le dit bienveillant Lipping était dévasté de ne pouvoir leur offrir des snacks et autres boissons puisqu'Elisabeth a tout bouffé la nuit dernière. Celle-ci intervient et dit à son beau petit monde que tout ce qui est ici lui appartient. Si les deux invités tremblaient de peur face à l'intimidante reine, Lipping leur confie qu'il n'a réellement rien d'autre à leur servir, et quand bien même il ferait face au courroux de Bouboule. Mais changeons de sujet, il y a quelque chose qui l'intrigue. Pourquoi ont-ils été attaqués? Eh bien, comme Monsieur Lipping peut le constater, c'est à cause du sang elfique qui coule dans les veines de sa fille Eva. Celle-ci explique à son hôte que sa mère était la sainte de l'espèce des elfes, et qu'elle lui a donné naissance après être tombée amoureuse de son père. Cependant, l'espèce des elfes interdit le mariage interespèces. Alors comme ça, ce sont les elfes qui essayent de leur mettre la main dessus. Elisabeth intervient et dit que c'est un bon lot de conneries. Le bannissement sur le mariage interespèces a été aboli il y a bien longtemps, quand la reine des démons a unifié le monde. Louis pousse un soupir et leur dit que c'est une longue histoire. Depuis que la mère d'Eva a été forcée de retourner sur la terre sacrée des elfes, il a pris Eva avec lui et ont fui. C'est pour ça qu'ils étaient pourchassés alors. Parce qu'ils ont appris à propos de leur existence et qu'ils essayent de leur mettre la main dessus. L'esprit de Lipping assistait à une recréation fantastique de Roméo et Juliette. Bien au contraire, c'est parce que sa femme est retournée dans sa tribu qu'ils ont décidé de les épargner. Non, ce ne sont pas les elfes qui les ont pris en chasse. Ce sont les envoyés de la Guilde Noire du royaume démoniaque. Le royaume démoniaque? Se pourrait-il que... Elisabeth intervient sans tarder et lui demande ce qu'il sous-entend par là. Lipping lui dit qu'il est désolé, réellement désolé. Se rasseyant aussi vite qu'elle s'est énervée, elle demande à Louis et Eva de lui expliquer clairement d'où vient la Guilde Noire du royaume des démons et pourquoi elle capture des elfes. Louis lui dit terrorisé que des rumeurs courent comme quoi la Guilde Noire conduit des expériences sur les êtres humains pour essayer de ressusciter la reine des démons qui a unifié le monde, la reine Elisabeth. Eva continue et lui explique que les elfes font partie de leur matériel de recherche, si bien qu'avant même qu'elle n'éveille son sang, elle était déjà devenue leur cible. Lipping regardait d'un air désapprobateur et quelque peu ironique la présence d'une certaine Elisabeth à ses côtés. Celle-ci s'en prend au dit Lipping et lui dit d'arrêter de penser. Peu importe à quoi il pense, qu'il arrête. Il sait très bien qu'elle ne s'est jamais absentée d'ici et qu'elle n'y est pour rien, alors qu'elle se calme, qu'elle se calme. Eva demande à son père de quoi il parle, mais celui-ci lui dit de ne pas faire de bruit pendant une dispute de couple. Elisabeth constate qu'en une maigre année, il y a eu de drastiques changements dans le monde extérieur. Elle demande à Louis qui lui a dit que la reine était morte. Eh bien, n'est-ce pas là un état de fait? Elle est portée disparue depuis un demi-millénaire. Si elle était encore en vie, elle serait revenue pour diriger le monde il y a bien longtemps. 500 piges! Pourtant, ça ne fait qu'un an qu'elle vit à ses côtés. Elisabeth en reste calme et demande s'il existe des rumeurs détaillant sa mort. Eva lui dit que si l'on se fie à la littérature, la reine des démons Elisabeth a été tuée par le héros légendaire. Il est même dit que le combat a duré un mois entier, que le héros s'est sacrifié pour protéger le continent éponyme. Et, fatalement, la bataille ne laissa aucun survivant. La reine leur demande comment ils osent parler en ces termes. Se tenant face à une lune rouge sur une mer de squelettes, Eva demande à son père s'il s'agit là de la frontière de l'évolution comme tout à l'heure. Elisabeth leur assène que la rumeur est fausse. Absolument terrorisés, ceux-ci répondirent en chœur que c'est sûrement vrai. Lipping leur dit tout gaiement que c'est le cas puisque c'est lui le légendaire héros. Pardon? Et puis elle n'est autre que la fameuse reine dont il parle depuis tout à l'heure. Elisabeth. Les deux convives de notre héros, pris par cette impossible surprise, retombèrent dans les pommes. Et encore une fois, Elisabeth avait mal interprété le sens des propos de Lipping. Elle s'imaginait qu'il invitait Louis et Eva à se moquer d'elle, sa prisonnière. Tapant sur la table, elle leur dit que c'en est assez. Elle ne compte pas leur servir de divertissement plus longtemps encore. Cet enfoiré de Lipping, elle a très bien compris ses intentions. S'il a sauvé ces deux humains, c'est simplement pour l'humilier elle. Mais il est allé trop loin. Elisabeth partit en claquant la porte. Louis essayait tant bien que mal de reprendre sa respiration. Il demande à Monsieur Lipping, avec tout le respect qu'il lui doit, quelles sont ses futures intentions. Celui-ci n'en a pas la moindre idée non plus. Mais pour l'heure, ils doivent se calmer. Et il semble que depuis qu'Elisabeth ait brisé la barrière temporelle, le temps s'est complètement déréglé jusqu'à devenir parfaitement chaotique. Ainsi, s'il comprend bien, il a fallu un demi-millénaire pour qu'il se synchronise avec le reste du monde. La nuit tombée, Louis et sa fille dormaient dans le salon. Celle-ci, toujours terrifiée, murmura à son père que jamais elle ne se serait imaginé que la vérité derrière la disparition de la reine des démons serait elle. Elle serait ainsi tombée amoureuse du héros légendaire jusqu'à tout abandonner pour se cacher du monde et vivre avec lui, exactement comme il a fait avec sa mère. N'étant guère plus rassuré, Louis lui dit qu'en aucun cas ils ont le droit de se comparer avec eux. Comme Monsieur Lipping l'a dit, ils doivent commencer par se calmer. Il doit être en train de réfléchir à s'il doit les épargner ou non, alors qu'elles ne disent pas ce genre de bêtises. Mais reprenant ses sens, elle se pose une question légitime. Après tout, pourquoi il les aurait sauvés s'il compte ultimement les tuer? Louis lui rappelle qu'ils les ont fait passer au niveau supérieur avec leur thé avant de les menacer de mort. Pour eux, épargner ou tuer ne dépend que de leur humeur. Ayant mis un pied au salon, il interpelle ses deux invités. Il semble qu'ils ne soient toujours pas endormis. Que font-ils éveillés aussi tard? Eva se savait, elle et son père,
condamné. De son rire malfaisant, il propose à ses deux invités de faire une petite partie de cartes. Louis, terrorisé et un peu perdu, lui demande si c'est tout ce qu'il voulait. À la lueur d'une bougie, il venait de finir de leur expliquer les règles. Il leur demande s'ils ont bien compris. Louis lui répond que dans l'ensemble, ça devrait aller. Eva, elle, se rappelle de ce que son père lui a dit. Il s'agit du test de Monsieur Lipping pour savoir s'il va les tuer ou non. Dans ce cas, c'est parfait. Autant commencer. Il va distribuer les cartes. Eva déglutit difficilement. Elle demande d'intimider au maître de la maison le nom de ce jeu. Elle sent une aura aussi étrange que sinistre émanant des cartes. Ah oui, le nom. Eh bien... Oh, à vrai dire, il a du mal à se rappeler. Il faut dire que Yu-Gi-Oh, ça risque d'être un peu compliqué pour eux. Oui, c'est bon. Ça s'appelle le duel du roi. Le duel du roi? Elisabeth, laquelle regardait son petit monde en toute discrétion grâce à une magie de dissimulation de haut niveau, était elle aussi quelque peu surprise d'un tel nom. Qu'est-ce qu'il peut bien vouloir? Pour faire bref, Lipping dit à ses invités qu'en général, c'est deux personnes qui s'affrontent pour savoir qui est le meilleur, le roi. Mais il a arrangé, un peu simplifié les règles pour pouvoir y jouer à plusieurs. Définitivement peu rassuré, Louis confie à sa fille que c'est un test bien singulier. De leur point de vue, Lipping s'était mué en la vision cauchemardesque que pouvait voir Elisabeth. Il commencera par distribuer les cartes, mais qu'il se rappelle d'être bien précautionneux quant à leur choix. Prenant sa main, il invite les deux autres à regarder les cartes qu'ils ont tirées. Louis dit à sa fille que l'hésitation n'a plus sa place, qu'elle retourne ses cartes. Paniquée, celle-ci s'y attelle, mais à peine chose faite qu'il venait d'être transporté dans le royaume des ombres. L'heure du duel des ténèbres avait sonné. Louis est bien conscient que le perdant sera condamné à errer en ce royaume, mais rien que de prendre les cartes allait épuiser les pouvoirs d'Eva. Celle-ci s'excuse auprès de son père, mais ce n'est pas grave, il peut lui laisser faire le reste. Lipping, le sourire en coin, demande à Louis ou à Eva s'il décide de commencer. Louis lui dit que ça ira, mais Eva n'a pas particulièrement envie non plus. Regardant sa main, il était ravi d'avoir réussi à adapter un concept tel que Yu-Gi-Oh avec un jeu de cartes classique. Et puis, sa main vaut le coup d'être jouée. S'il obtient notre carte des As, il pourra commencer à faire ses invocations gagnantes. Alors que ses invités analysent leur jeu, Lipping leur demande une dernière fois s'ils ne désirent pas commencer. Ses invités déclinèrent frénétiquement. Et bien dans ce cas, qu'ils ne leur en tiennent pas rigueur de leur griller la politesse. Prenant 3 cartes, lesquelles ils retournent, c'est un 8, un 10 de pique ainsi qu'une reine de cœur. La charité gracieuse de ses invités n'aura décidément pas servi son avidité téméraire. Il est plus que déçu de ce qu'il vient de retourner. Louis et Eva ayant remarqué le changement d'expression de leur hôte se demandent s'il est mécontent de leur performance à eux. Bon, il va commencer par jouer un 8. C'est au tour de Louis. Concentré, il sait très bien que du moment qu'il arrive à passer le test de Monsieur Lipping, il les épargnera. Il n'a pas le droit d'abandonner. Tirant une carte de sa main, il sentait son énergie vitale aspirée par le jeu des ombres. Il va jouer un valet. À peine chose faite que toute la vitalité de son doigt disparaît. Eva lui demande s'il va bien. Elle n'a pas à s'inquiéter. Ils s'en sortiront vivants, il lui promet. Louis conclut ainsi son tour et Eva passe le sien. Lipping constate que son jeu ne lui permettra guère d'invoquer une créature. Bon, pas le choix. Il passe aussi son tour. Pardon? Il ne compte pas répondre à la préparation de son invocation? Non, du tout. Louis a bien compris que le jugement solennel de son hôte est irrévocable. Son seul but n'est autre que de consumer son énergie vitale. Dévoilant une suite, et s'il s'enfuit aux règles, il devrait pouvoir invoquer le dragon blanc aux yeux bleus. La charge de l'âme du joueur qui s'ensuivit était un prix à payer plus grand encore qu'il ne s'imaginait. Il paiera son invocation avec l'une de ses chambres. Le dragon blanc le regardait au-dessus de l'air de combat. Et qu'est-ce que c'est que ce truc? Sans tarder, le dragon préparé lança une puissante attaque en plein sur le maître du jeu. Là où les invités de ce dernier étaient mortifiés d'un tel spectacle, Elisabeth savait très bien qu'il ne s'agissait pas là d'un enterrement prématuré. Une fois le mirage du cauchemar dissipé, le 6e sens de Louis lui fait comprendre qu'il a offensé le maître du jeu. Non, le maître véritable de toutes les calamités. Le vortex foudroyant n'étant plus, Lipping était intact, bien loin d'avoir souffert un coup du destin. Il fait remarquer à Louis que c'était bien joué. Il n'avait pas anticipé le dragon blanc aux yeux bleus. Celui-ci, sidéré de ce qu'il voit, comment peut-il être intact après cette explosion magique? Une fois ses cartes piochées, Lipping lui dit qu'il n'en veut toujours pas. Il peut continuer. Compris, sacrifiant un nouveau doigt, il venait de préparer le mana nécessaire pour le tour suivant. Essayant tant bien que mal de faire durer son jour de paix, il va passer également son tour. Puisque c'est à lui, Lipping prépare également une prochaine invocation. Louis et Eva lui confirment qu'ils ont sacrément brique ce tour. Dans ce cas, l'heure du compte à rebours final est venue. Grâce à sa suite, la corne céleste ténébreuse pouvait résonner dans le royaume des ombres. Cet infini éphémère allait s'éteindre par leur sacrifice sous la vague de Poséidon. Louis hurla Eva de résister comme elle peut, se noyant sous l'océan si revenait peu à peu à eux. Mais malheureusement pour les deux débutants, leur jeu ne leur permet pas de répondre.
Dans ce cas, Li Ping compte bien continuer. Le bruit des sabots résonnait à travers la fissure dimensionnelle. Le chariot de guerre des bêtes gladiateurs s'apprêtait à plus fort de la médiocrité des deux pleutres. Louis, terrorisé, sait très bien que son jeu ne peut vaincre l'invocation d'Héraclinos. Mais Eva lui dit qu'elle va prendre la main. Son père lui dit de ne pas faire ça, elle va sacrifier sa force vitale. Mais elle ne peut éternellement rester cachée derrière lui. Elle joue à son tour ses cartes pour invoquer ses propres serviteurs du châtiment. Les deux guerriers allaient s'affronter sous le crépuscule final. L'explosion héroïque rendit son verdict et ce sont les serviteurs d'Eva qui s'en sortent victorieux. Louis lui demande si elle va bien. Celle-ci lui répond que oui. Li Ping ne s'attendait pas à ce qu'il prenne le coup de main aussi vite. Quoi qu'il en soit, il dit à ses deux invités que c'est important de protéger ses alliés, qu'il faut sacrifier ses propres cartes. Après tout, le plus important, c'est la détermination. Louis regardait sa main affaiblie et ressassait ses mots. Mais c'est trop tard. Père et fils se demandaient avec effroi pourquoi il dit cela. Elisabeth était parcourue d'un sinistre frisson. Il se trouve que le jeu de Li Ping ne contient aucune pathétique carte. La frontière du royaume des ombres se brisait sous les yeux d'Eva et de Louis. À travers celle-ci sortit le boss suprême des Majartis. La plus effroyable créature du deck de Li Ping était venue condamner ses deux adversaires. Elisabeth n'avait pas la moindre idée de ce qu'il venait d'invoquer. Du haut de son niveau 12 et de ses 4000 points d'attaque et de défense, le roi Majartis venait de faire son entrée en scène. Mais alors que celui-ci s'amuse avec ses proies, son attention est attirée par une impromptue présence. Celui-ci venait de se retourner vers la reine des démons et lui demande ce qu'elle fait là. D'un claquement de doigts, il venait de matérialiser un couteau. Qu'elle fasse attention, il pourrait la tuer par mégarde. Elisabeth se sentait plus que jamais dos au mur. Elle a décidé de sacrifier sa dignité pour laisser Li Ping augmenter son niveau. Et pourtant, il a réussi à invoquer une créature du même niveau qu'elle, comme si de rien n'était. De l'autre côté, Louis s'excuse auprès de sa fille, mais il est impuissant. Celle-ci, abattue, lui dit qu'il n'a pas à s'en vouloir. C'est elle qui a provoqué Monsieur Li Ping. Mais à peine eut-elle fini de prononcer ces mots que Louis sentit son énergie vitale le quitter. L'âme du vieux guerrier était prête à rejoindre le dieu démon Avatar. Mais Li Ping demande au vieil homme s'il va bien. En y repensant, il est possible que sa blessure n'est pas encore complètement guérie. Devant le jeu du vieil homme, il remarque que celui-ci aurait pu gagner il y a bien longtemps. Et lui, qui se croyait bon, n'a rien fait d'autre que d'interrompre son repos. Lâchant son jeu et regroupant les cartes, le roi Majartis disparut alors que la partie se conclua. Li Ping remercie ses invités pour la partie. Maintenant, ils peuvent retourner se reposer. Et surtout, il est désolé de les avoir dérangés. Là où le père concédait que le héros légendaire est impossible à cerner, sa fille, elle, n'en revenait pas qu'il s'en soit sorti vivant. Mais Elisabeth était loin de se calmer. C'est une humiliation qu'elle ne peut laisser passer. Il s'est servi de ses deux pleutres pour l'humilier elle. Le lendemain matin, à l'entrée de la propriété, Li Ping demande à ses deux invités s'ils ne veulent pas rester quelques jours encore. Les fruits qu'il a plantés sont bientôt mûrs. S'inclinant avec ferveur devant son hôte, Louis lui dit qu'ils ne peuvent pas le déranger plus longtemps. Jamais ils n'oublieront sa gentillesse à leur égard. Li Ping lui dit qu'il n'a pas à en faire des caisses. Quoi qu'il en soit, il peut se rassurer. Ils ne diront rien quant à leur secret. Eva le remercie à son tour et lui dit qu'il n'avait pas à leur offrir de cadeau de départ. Li Ping lui dit en rigolant que c'est juste un peu de thé. Rien de bien fou. S'approchant du vieux guerrier, il lui remet quelque chose entre ses mains. Il s'agit du jeu de cartes de la veille. Louis lui demande s'il est sûr de vouloir lui donner. Li Ping lui dit de le prendre. Lui est un bien piètre duelliste. Elisabeth les interpelle tous les deux. La peur se lisait sur le visage de Louis. Qu'il se dépêche de foutre le camp. Li Ping les salua avec une certaine émotion alors que Louis avait détalé tenant sa fille du bout de son bras. Pourquoi ils sont partis si vite? Elisabeth reprit la direction de la maison et lui dit que puisque tout est revenu à la normale, il peut aller préparer à manger pour sa personne. Si c'est ce que madame désire, après déjà plusieurs kilomètres, Louis continue de courir comme un dératé, mais Eva le supplie d'arrêter un instant. Elle est au bout de sa vie. Freinant de toute urgence, Louis était véritablement essoufflé. Ça a commencé par le jeu du héros et ça s'est fini par la menace de la reine des démons. La nuit dernière, Elisabeth faisait face aux deux humains. Elle asséna ces derniers une vive attaque magique. S'ils avaient l'impression que leur gorge avait été tranchée, c'est un sort qui se dessine en réalité sur leur cou. De son respectable nom, Elisabeth leur ordonne de quitter les lieux des deux mains. Qui plus est, ils ne doivent pas révéler la moindre information sur sa présence à elle et au héros en ces lieux au reste du monde. Louis lui en fait le serment. Elle ponctue en leur disant que s'ils ont la moindre velléité à aller à l'encontre de son ordre, la malédiction sur leur cou fera tomber leur tête comme les feuilles à l'automne. Louis constate que la vérité historique n'est autre que le héros et la reine en ont eu marre du conflit et se sont retirés du monde pour ne plus jamais être dérangés. Mais à peine eut-il fini qu'Eva lui dit que cet endroit lui semble familier. Relevant sa tête, Louis n'en revenait pas d'avoir couru aussi loin. Wang Kai les regardait à quelques pas d'eux. En réalité, c'est lui qui les envoyait jusqu'ici pour que son maître et l'autre folle dingue puissent avoir un peu de paix. Le guerrier constate que les corps des apôtres de la Guilde Noire sont toujours là. Il devrait y avoir une myriade de démons de haut niveau dans les alentours. Il devrait quitter les lieux le plus vite possible. Wang Kai avait senti quelque chose approcher. Bah, ça doit rien d'important. Il ferait mieux de rentrer, se faire violenter par l'hystérique. Sautant dans le portail, le puissant Wang Kai avait laissé Louis et Eva seuls.
Seul face aux malins, devant eux, une armée d'apôtres de la Guilde Noire leur faisait face. Parmi ces derniers, ils reconnaissaient le grand apôtre. Eva était terrorisé par sa présence. Il s'agit d'un grand esprit démoniaque de 2 étoiles. Et celui-ci était venu accompagné d'une légion d'esprits démoniaques de 2 à 4 étoiles. Si l'on s'en fie au classement de rang, soit dans l'ordre magicien, mage, grand mage, esprit démoniaque, grand esprit démoniaque, maître démoniaque, putain c'est long, souverain démon, roi démon et enfin dieu démon, Louis et Eva, tous deux grands mages, une étoile, n'avaient pas la moindre chance. Si Eva lui dit qu'il doit fuir, Louis lui répond que la différence de niveau est peut-être colossale, mais après avoir vu la puissance de leurs 2 hôtes, ces apôtres ne sont rien. C'est l'heure du duel. Le royaume des ombres s'ouvrit devant les apôtres de la Guilde Noire. Depuis que sa mère retournait à la tribu des elfes, son père s'est occupé d'elle et s'est quelque peu ramolli. S'il a toujours pris la fuite avec sa fille, aujourd'hui il a compris que cela ne résoudra jamais rien. S'ils peuvent vaincre aujourd'hui même, il amènera sa fille auprès de sa mère et fera sortir celle-ci de sa prison elfique comme il l'a fait par le passé. Tirant 4 cartes de son jeu, la combinaison lui avait permis d'invoquer la présence d'une déesse. Eva reconnaissait sa mère, mais Louis n'en avait pas fini. Il va lancer son attaque. La déesse domptrice de bêtes spirituelles Lara bande à son arc et lâche une flèche à la puissance monstrueuse. Mais les apôtres ne la craignaient guère. Et pourtant, apparemment, il se faisait transpercer vivant par l'attaque. Celle-ci arriva jusqu'au grand apôtre, lequel l'attrapa de sourire narquois de sa main. Mais la force qu'il ressentait avait réduit sa confiance au néant. De ses 2 mains, il tant bien que mal de l'arrêter, mais c'était fort plus vain. Rangeant ses cartes dans son deck, Lara pouvait prendre congé. Posant genou à terre, Louis était épuisé. Il semble que papa doit changer de boulot. C'est à partir de ce jour qu'une nouvelle profession naquit sur le continent du héros, accompagnée d'un nouveau titre. Duelliste et le roi des duellistes. Une semaine plus tard, Lipping dégustait tranquillement sa pastèque, le tout en constatant que le monde magique est formidable. Sa méthode de culture de fruits hybrides est un grand succès. Cependant, sans avoir quelqu'un avec qui partager sa récolte, celle-ci perd de sa saveur. Reine des démons, guerrier, elfe. Au départ, il pense être satisfait de sa petite vie d'agriculture paisible. Depuis que le monde extérieur est venu à lui, son cœur s'est mis à peser. Lourd est désormais son désir de voir le monde extérieur. Tout le monde est fait ainsi. Lorsque l'on obtient quelque chose, on désire ce que l'on n'a pas. Mais compte tenu de sa faiblesse, il peut oublier ses belles aspirations. Tout à coup, une explosion retentit dans le jardin. Elisabeth apparaît tranquillement sur sa chaise, sirotant un jus de fruits. Celle-ci remarque l'humeur massacrante de Lipping, auquel elle demande ce qu'il ne va pas. Celui-ci lui dit qu'il aimerait bien sortir et voir 2-3 trucs, mais c'est même pas la peine, il est beaucoup trop faible. Tiens donc, il a finalement envie de quitter cet endroit. Elle va l'emmener faire un petit voyage. Au fond, la Reine des Démons sait pertinemment que le monde extérieur va plus que dépayser notre héros, mais elle trouve sa désinvolture bien trop arrogante. Mais de l'autre côté, Lipping exulte de joie. Après tout, s'il a la protection de la Reine des Démons, il n'a aucun souci à se faire. Finissant de siroter son jus, celle-ci lui dit d'arrêter de gaspiller de l'air et qu'il aille leur préparer de quoi se changer. En un brin de temps, ce fut chose faite. Elisabeth lui concède que ses talents, autant en cuisine qu'en couture, sont exceptionnels. Ce quoi notre héros lui répond que ce n'est pas une surprise, ce sont ses spécialités. Wankai regardait tout heureux son maître, l'encourageant à y aller. D'un claquement de doigts, Elisabeth fit apparaître un portail de transfert. En le traversant, ils pourront se rendre à la ville la plus proche. Ah ben ça pourrait être pratique. Sur ce, il est l'heure pour eux d'y aller. Mais Lipping interrompt Elisabeth et lui dit qu'il a quelques questions. Primo, elle va pas l'abandonner, hein? Elle va pas le laisser tout seul, hein? Deuxio, est-ce qu'elle est capable de rester émotionnellement pas trop casse... pas hystérique? Et enfin, est-ce qu'elle peut faire profil bas? Mais du point de vue de la reine, le discours du héros légendaire était tout autre. Premièrement, elle ne peut partir sans sa permission. Deuxièmement, qu'elle contrôle son tempérament. Il ne tolérera aucune crise d'hystérie. Enfin, qu'elle n'utilise pas la magie de manière inconsidérée. Cela ruinerait son amusement quant à vivre la vie de ses médiocres congénères. Et autant dire qu'après avoir compris cela, son tempérament avait pris un sacré coup. Enfonçant un peu plus la pitoyable compréhension d'Elisabeth, Lipping rajoute un point. Une fois que lui aura découvert le monde extérieur et comment il a évolué, est-ce qu'elle reviendra avec lui? Il faut dire que sans la barrière de protection autour du village de départ et en l'absence d'Elisabeth, il serait plus une proie facile pour tout démontrer nos alentours. Elisabeth répond par l'affirmative d'une manière à glacer le sang. De toute façon, le monde extérieur ne vaut rien pour elle tant qu'elle n'a pas vaincu l'anti-héros qui se tient devant elle. Celui-ci est soulagé de voir qu'elle acquiesce. Mais avant toute chose, il va devoir accepter l'une de ses requêtes à elle. Et oui, laquelle? D'un pas déterminé, elle veut qu'à leur retour, il lui fasse un super pudding aux fruits de luxe. Un pudding? Oui, y voit-il un problème? Ah ben... non, aucun. Bon, bien ils peuvent y aller. Les deux franchirent le portail sous le regard enjoué du petit chiot robotique Wankai. Celui-ci souhaite bon voyage à son maître d'un joyeux aboiement. Le portail opérant sa magie, Lipping, qui n'avait jamais vu ça auparavant, garda les yeux fermés jusqu'à destination avant d'être ébahi par ce qui se dressait devant lui. Ville de Bowster, terre neutre,
Ici-bas, devant la multitude d'espèces vivant en paix, Li-Ping était comme un gosse devant le rayon des bons becs. Cet endroit est incroyable, c'est comme s'il avait mis les pieds dans un nouveau monde. Sa curiosité pouvait enfin être apaisée, et à vrai dire, il ne tenait plus en place. Li-Ping allait d'échoppe en échoppe, là où Elisabeth restait bien plus calme. Celle-ci remarque qu'en 500 ans, le monde ne semble pas avoir changé tant que ça. Li-Ping est plutôt d'accord, rien à voir avec ce qu'a décrit le vieux Louis. Le sourire aux lèvres, la reine lui dit que c'est parce qu'elle a bâti de bien solides fondations durant son règne. Continuant son petit monologue, elle lui dit que dans le monde originel, différentes forces étaient perpétuellement en conflit, et la situation était plus que chaotique. Elle a dû user de tout son pouvoir pour supplanter et éradiquer la haine intrinsèque que vouait chaque espèce envers les autres. Ainsi, elle fit de tout le monde l'égal de son voisin. En soi, qu'il comprenne que la personne qui a réellement sauvé le monde, c'est bien elle et pas lui, le pseudo-héros légendaire. Cependant, le héros légendaire avait foutu le camp depuis bien longtemps, ce qui avait le don d'énerver Elisabeth. Quel imbécile! Il n'a même pas pris le temps de se gorger de ses exploits. Li-Ping s'était rapproché d'un petit stand où sont vendues des peluches. En tant que bon couturier lui-même, il fit remarquer à la vendeuse que les points de couture ainsi que l'attention aux détails est exceptionnelle. Les a-t-elle cousues elle-même? Celle-ci lui dit, un peu embarrassée, que c'est le cas et si ça l'intéresse, elle peut lui faire un prix. Mais un monstrueux porc interrompt leur conversation et demande à la jeune couturière qui lui a donné la permission de s'installer ici. Avant même que la réponse ne vînt, il balaya d'un coup de pied la table et les marchandises de la fille. Il attrape celle qui l'insulte de puante par le bras et lui fait signaler que son église doit à son gang des frais de protection. Comment peut-elle oser s'installer ici sans même avoir honoré ses dettes? Les jeunes enfants dépendants de celle qu'ils appellent Annie étaient en larmes, terrorisés face à ce spectacle. Le porc attrape Annie par le col, mais celle-ci lui fait remarquer qu'ils ne les ont jamais protégés, alors pourquoi leur devrait-il de l'argent? Quelle idiote! Depuis le mois dernier, cette rue est sous le commandement du gang bestial. Si elle veut survivre ici, elle doit délester sa bourse du loyer mensuel obligatoire. Annie, faisant définitivement preuve de répondant, lui dit qu'il raconte n'importe quoi. Déjà, c'est pas une église, c'est un couvent, et le couvent appartient aux nonnes. Le porc lui fait remarquer qu'il s'en tape. Elle ne semble pas comprendre la situation. Mais au fond, c'est pas grave. Il va la foutrelle et les orphelins en dehors de cette ville et raser leur ruine qui leur sert d'église. Pardon, de couvent. Une petite foule avait commencé à se rassembler autour de la scène. Li-Ping, outré de ce qu'il voit, ne peut rester sans rien faire. Stop! Qu'est-ce qu'il lui veut, lui? La répartie du héros légendaire n'étant pas prête, celui-ci en perdit ses haricots. Elisabeth, tout juste arrivée, avec une seule envie, lui dire de se mêler de ce qu'il regarde. À moins bien sûr qu'il ait envie de s'amuser avec ces pauvres médiocres mortels une nouvelle fois. Li-Ping se retourne vers Elisabeth et de son regard lui demande son aide. Mais celle-ci détourne la tête, signalant qu'elle n'a aucune envie de s'abaisser à son niveau. Le gros porc s'agace face au manque de réponse et lui demande pourquoi il l'emmerde. Li-Ping est véritablement désemparé. Mais soudainement, Eureka! Tout le monde! Cette face de porc est en train d'harceler une petite fille! Il mérite une vraie humiliation! Il le répète! Une humiliation! Oui, sauf que tout le monde s'encarre bien fort. Mais alors, bien fort! Li-Ping était sidéré par la couardise des habitants de Boster. Il croyait vraiment que quelqu'un allait venir l'aider? Tout le monde ici a appris à connaître le clan bestial. Et puis, vu ses vêtements, il doit être un étranger. Du sud, probablement. La femme qu'il leur a ramené, pas mal. Li-Ping lui dit qu'il n'est pas intéressé par la violence. Ils peuvent sûrement en discuter. Il y a plein de spécialités qui leur sont inconnues dans son sac à dos. Ils peuvent se les partager. Le porc casse lui dit de la fermer et ordonne à ses hommes de fracasser celui qui a osé l'interrompre et d'enchaîner avant de ramener la femme à leur quartier général. Mais celle qui s'est autoproclamée prisonnière de Li-Ping leur demande s'ils croient réellement que quelqu'un est capable de l'emprisonner elle. Ils ont marché sur la queue du tigre et maintenant la foudre retentit sur Boster. Le porc tout tremblant se demandait s'il est possible que la météo ait changé sous le commandement de celle qui l'a menacé. À la vue de ce qu'il se passait, tout le monde avait cessé leurs petites activités. Li-Ping interpelle Elisabeth et lui dit de s'arrêter là. Il va détruire toute la ville si elle continue. Se mettant en petits oignons, il lui dit de se calmer. Leur faire peur est bien suffisant et puis elle ne voudrait pas s'abaisser à combattre contre le petit peuple, n'est-ce pas? Elle ne l'épargnera pas parce que c'est lui qui le demande. Annie, libérée de l'emprise du gangster, pouvait voir le déploiement d'énergie de chaque individu. Et la force qui émane de l'ami de son client l'a laissé sans voix. Face au soudain changement de temps, le porc sentait comme une pression quant à l'idée d'affronter les deux étrangers qui se tenaient devant lui. La confiance avait définitivement quitté le clan bestial, mais compte tenu des enjeux, le porc ne pouvait abandonner toute sa fierté. D'une voix plus tremblante que le marché de l'immobilier en France, il demande aux deux étrangers s'ils comptent vraiment se ranger du côté de ces pourris d'orphelins. Li-Ping dévie placidement le sujet, et au lieu de se compliquer la vie, il lui demande de lui dire combien coûte cette fameuse protection. Celui-ci lui dit, en échouant pathétiquement de feinter le charisme, que c'est 5 pièces d'or par mois. Elisabeth en lâche un rire. 5 pauvres pièces. Il en fait des caisses pour 5 pauvres pièces. C'en est tellement pathétique que c'est risible. Li-Ping se tourne vers sa très chère reine et lui dit qu'elle doit voir beaucoup. Mais alors,
beaucoup de pièces d'or. De quoi parle-t-il? Elle a tellement de trésors qu'elle ne peut tous les compter. Alors pourquoi ne lui ferait-elle pas un petit prêt? Il la remboursera en vendant des légumes de son potager. Mais celle-ci lui demande s'il compte vraiment vendre la nourriture qui lui revient de droit pour des choses aussi inutiles que de l'or et des bijoux. Et puis de toute façon, elle n'en a pas apporté un seul quand elle est venue à sa rencontre. Tout ça pour ça. Assez utile de se vanter d'être Picsou quand on est fauché comme les blés. Le porc, sentant le vent tourner, leur demande s'ils en ont sur Li-Ping, gêné, lui dit qu'il n'en a pas sur lui, mais peut-être pourrait-il substituer l'or par de rarissimes produits qu'il a en sa possession. Alors comme ça, ces abrutis se jouent de lui depuis le début. Assez qu'il se charge d'eux. Mais soudain, un sac d'or vola jusqu'à s'écraser contre la sale tronche du gangster, lequel demande en hurlant qui a osé faire ça. Mais son énervement est vite interrompu par le contenu du sac, lequel est rempli de pièces d'or. Le bruit des sabots retentissait sur les durs pavés de Boster. Darius Hawthorne, un centaure, lui dit que maintenant qu'il a son argent, il peut arrêter d'harceler son ami et aller se faire foutre. Le malfrat reconnaît bien la bonté du saint épéiste de la guilde de Boster, la ronce de l'éclair. Il s'en ira comme il lui a demandé. Par contre, elle ne sera pas aussi chanceuse la prochaine fois. Alors que Li-Ping aide la jeune fille à se relever, celle-ci remercie chaleureusement tous ceux qui sont venus à son secours. Celui-ci lui dit qu'elle n'a pas à s'en faire, qu'elle accepte ses quelques fruits, ses cadeaux. Darius, lui aussi, lui dit que ça n'est rien. Mais celui-ci ne perdit pas son temps et invite les 3 personnes qui se tiennent devant lui à participer à un projet secret. Cependant, et alors qu'il prononçait ces mots, son regard ne se portait que sur Elisabeth. Annie lui demande en quoi elle pourrait l'aider. Le centaure lui répond qu'il ferait mieux d'aller ailleurs pour parler. D'ailleurs, si tout fonctionne comme il l'a prévu, cela pourrait résoudre ses problèmes financiers. Mais Elisabeth, plus désintéressée que jamais, lui dit que ça ne l'intéresse pas. Ils peuvent y aller, Li-Ping. Mais celui-ci, colossalement gêné par l'abrupt refus d'Elisabeth, lui dit qu'ils ne peuvent pas partir sans écouter au moins la requête de leur sauveur. Les jeunes orphelins, eux, se tournèrent vers Annie et lui demandent si elle va quelque part. Celle-ci leur répond que c'est le cas, qu'il retourne au couvent, elle leur reviendra vite. Quelques instants plus tard, à l'entrée d'un pub, Darius signale à ceux qui le suivent de rester proche de lui une fois rentrés. Des raclures à l'intérieur du bar interpellent Elisabeth. Il n'hésite pas à lui signaler que les hommes en sa compagnie sont immondes, alors pourquoi ne viendrait-elle pas avec eux plutôt? Cette ambiance, Annie et Li-Ping ne la supportaient que très difficilement. La reine, elle, ne comptait pas laisser passer une telle provocation et leur ordonne de répéter. Ces derniers, face à une telle réponse, retournèrent tranquillement à leur bière. Elisabeth se retourne vers Li-Ping et lui dit agacée que c'est de sa faute pour avoir insisté à venir et lui faire perdre son temps en un endroit aussi miteux que celui-ci. Li-Ping lui dit que ça fait partie de voir le pays. Mais à peine leur discussion terminée que Darius leur dit qu'ils sont arrivés. Il n'y aura aucun intrus à l'intérieur de cette salle pour les déranger. Une fois la poignée tournée, il s'annonce. Il est enfin de retour. Il ne fallait guère longtemps pour qu'un harem se rassemble autour du centaure. Celui-ci se retourne vers le petit groupe qu'il a amené et leur dit qu'il a oublié de préciser qu'il a quelques épouses ici. Des épouses, au pluriel. Une fois le thé servi, Darius s'attelle à faire les présentations. Tout d'abord, la belle et forte femme à sa gauche s'appelle Gasha. Elle est une guerrière au bouclier. Ensuite viennent la mignonne fille Shalola, une assassin, et Sophia, une élégante mage. Et enfin, voici la sublime Circé, une excellente archère elfique. L'espèce elfique. Li-Ping a rencontré une jeune femme au sang elfique il y a peu. Mais Elisabeth interrompt leur discussion. C'est bien beau tout ça, mais ils perdent leur temps. Pourquoi il a demandé leur assistance? Ils ont autre chose à faire. Gasha dit à son maître, Darius, que l'attitude de cette femme est déplorable. Compte-t-elle reprocher à cette reine comment elle est? Lola se demandait si elle n'avait pas un pet au casque à s'appeler reine comme ça. Circé en rajoute une couche. Vu ses oreilles, elle doit être une sorte d'hybride impur elfique. Comment son maître a-t-il pu ramener un être aussi laid? Si elle désire tant que ça porter la destruction sur leur propre existence, qu'elle n'en tienne pas rigueur à cette reine. Li-Ping avait senti le vent tourner, plus rapide que l'éclair, il venait de lui apporter un pudding. Un pudding! Heureusement qu'il s'était préparé. Il explique à la petite assemblée qu'ils viennent d'une contrée très lointaine et qu'ils ont fait le voyage jusqu'ici. Elisabeth est la princesse de leur pays, et lui est son serviteur, Li-Ping. Lola n'est pas surprise de son comportement, puisqu'elle vient d'un pays de barbares. Les moqueries continuent de fuser. Puisqu'elle s'appelle Elisabeth, elle doit venir de cette tribu de barbares qui vénère la reine des démons. Mais Li-Ping leur demande de ne pas trop la provoquer. C'est la première fois qu'elle sort et elle doit s'adapter aux différences culturelles. Darius reprend ainsi le fil de la conversation et explique aux 3 nouveaux arrivants qu'il aimerait les inviter à les rejoindre pour une exploration de donjons à trésors. Mais au fond, il se doute qu'il y a quelque chose d'étrange avec ces étrangers. Le puissant pouvoir démoniaque qu'il a ressenti plus tôt n'est pas quelque chose dont une princesse tribale dispose normalement. Li-Ping lui demande ce qu'il entend par exploration de donjons à trésors. Se tournant vers Annie, lui demande ce que c'est. Celle-ci lui explique qu'il s'agit de donjons dont les légendes racontent qu'ils ont été fondés par d'antiques êtres mythiques pour cacher leurs possessions les plus rares et les plus précieuses. Il va sans dire qu'en temps normal, ils sont parfaitement impossibles à trouver. Ah, ouais, ok, comprendo. Darius confirme les propos de la jeune fille. Il a déplacé des montagnes pour mettre la main sur la moindre petite information. Et au fil de ses découvertes, il a appris que les conditions pour ouvrir la barrière protectrice du donjon les poussent à être 8 participants. Oui, donc avec eux, il
il essaye juste de gonfler le nombre. De son côté, Annie comptait le nombre de participants et venait de réaliser qu'avec elle, ça fait 8. Ils veulent pas trouver quelqu'un d'autre. Li-Ping lui demande ce qu'il ne va pas. Les donjons à trésors ont l'air d'être précieux et rares. Ne devrait-elle pas être heureuse d'y aller? Celle-ci demande à son interlocuteur s'il ne réalise pas que précieux et rare va de pair avec dangereux et impitoyable. Elle n'est qu'une magicienne de 4 étoiles. Elle va crever si elle y va. Ah, en réalité, il ne s'y connaît pas trop quant à ses affaires de rang. Mais Tariès les rassure et leur dit qu'ils n'ont pas à s'inquiéter. Ils sont juste là pour les aider à remplir le quota. Eux vont se garder les batailles et avec cela une plus grande part du trésor. Mais de leur côté, ça fera quand même quelques dizaines de milliers de pièces d'or. Gacha les rassure quant à la force de son maître, lequel a repoussé pléthore d'apôtres de la Guilde Noire qui s'en étaient pris à Circé. Éventuellement, et face à l'idée d'une telle récompense, Annie était partante. Elle pourra enfin régler toutes les dettes du couvent. Li-Ping demande à Elisabeth de les aider, afin qu'ils soient 8 avec eux deux. Celle-ci lui répond qu'il peut prendre toutes les décisions du monde du moment qu'il la laisse profiter de son pudding. Le centaure se tourna ainsi vers la prêtresse, laquelle comprit que le moment est venu. Dévoilant une boule de cristal, Li-Ping lui demande à quoi elle sert. Tariès, posant sa main sur l'objet, lui dit qu'il s'agit d'un cristal de mesure magique. Il suffit que quelqu'un place sa main dessus, le cristal dévoilera le niveau magique de ce quelqu'un. Une fois s'être exécuté à la tâche, le cristal révéla un monumental 8769. Li-Ping, sans savoir à quoi cela correspondait, se doutait que ce niveau est colossal. Annie le lui confirme, 8769 doit le placer parmi les esprits démoniaques. Tariès lui dit que c'est le cas, son rang magique est celui d'esprit démoniaque de 4 étoiles, là où ses femmes, elles, sont toutes des grands mages de 4 ou 5 étoiles. Mais puisqu'ils vont faire équipe, autant que chacun ait connaissance du niveau des autres. Une fois la main d'Annie posée sur le cristal, celui-ci révéla un honorable 300, ce qui n'empêcha pas Sophia de bien rire devant la médiocrité de la magicienne de 4 étoiles. Celle-ci s'excuse, son niveau s'est bloqué il y a super longtemps, ça bouge plus. Mais à côté, Li-Ping était surexcité à l'idée de voir son niveau. Quand bien même il n'a pas appris la magie depuis son arrivée en ce monde, le fait qu'il soit le héros légendaire, son potentiel devrait amplement suffire. Sa main posée sur le cristal, l'attente se fit longue, avant que le cristal ne révèle. Eh bah... 0. 0? Même pour un artiste martial, c'est exceptionnellement bas. Et ça, Li-Ping l'avait compris que c'est bas, parce que pour être bas, c'est bas. En réalité, ça peut pas être plus bas. Mais en y repensant, c'est logique, puisqu'il a passé toute sa nouvelle vie à être agriculteur. C'est tout normal que la magie est absente de son corps. Se rasseyant sur son fauteuil, Li-Ping contemplait le désastre qu'est sa vie. Lola lui demande agacé ce dont il peut bien être capable. Il ne peut pas leur servir strictement à rien quand même. Ah, si on parle de là où il est bon, il excelle pour ce qui est de la culture, d'à peu près n'importe quoi. En parlant de ça, ces derniers fruits qu'il a produits sont incroyables. Ils peuvent les essayer pour s'en faire une idée. Les épouses du centaure avaient presque de la peine pour ce pauvre servant et son absence totale de dignité. Tariès change de sujet et invite Elisabeth à essayer. Mais celle-ci n'en a rien à foutre. Li-Ping intervient et lui demande de coopérer pour l'instant. Celle-ci était plus qu'agacée de voir son kidnappeur et acolyte être forcé de se plier à toutes les demandes de ces ignorants mortels. Posant sèchement sa main sur l'orbe, celle-ci ne mit guère longtemps à réagir. Une violente lumière s'est mise à éblouir toute la tablée. Li-Ping venait de réaliser le petit problème que cela implique. Si la véritable identité d'Elisabeth est dévoilée, ça va définitivement poser plus d'un problème. Elisabeth! Elle sait très bien ce qu'elle a à faire. Ils ne sont jamais sortis. Ce n'est que la première fois qu'ils sortent. L'heure n'est pas à dévoiler leur identité. Elle va faire comme lui et se jouer de ces pitoyables miséreux. Le centaure et ses 4 femmes n'avaient pas la moindre idée de ce à quoi ils venaient d'assister. 8768. Annie remarque que c'est à un point près le même résultat que Monsieur Hawthorne. Elle est ainsi également au rang d'esprit démoniaque. Sophia n'en revenait pas. Comment peut-elle être aussi forte? Mais à l'arrière, les Pink savaient qu'ils avaient évité la catastrophe industrielle. Tariès la félicite. Elle est bien digne d'être la princesse d'un royaume. Grâce à elle, leurs chances de repartir avec le trésor ont drastiquement augmenté. Li-Ping est ravi de la tournure des choses. Dès sa première sortie, il va pouvoir en apprendre long sur ce monde. Mais Annie retourne aux choses sérieuses et demande au leader de l'expédition comment ils vont se rendre au donjon. Sophia, celle-ci sortit un parchemin de téléportation, lequel elle activa. Le cercle magique se déploya au-dessus de la petite assemblée. Et alors que tout le monde fut téléporté, leur aventure pouvait commencer. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que cette nouvelle petite série vous plaît. Je suis content parce que ça me permet, comme à l'époque, de mettre quelques touches d'humour et franchement ça me fait beaucoup rire. En tout cas, vous voyez qu'on commence beaucoup de séries avec ce nouvel arc, mais pas de soucis, les suites arrivent aussi. Je me permets, comme d'habitude, de vous rappeler que si mon contenu vous plaît, et uniquement si vous le souhaitez, vous pouvez me soutenir sur Patreon. Je vous mets le lien en description. Sur ce, c'était Solstice, et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas d'installer Red Shadow Legends avec les liens dans ma description et rejoignez mon clan. On se voit très vite.